Bonsoir à tous, bienvenue au Café Histoire. Donc Caroline Piquet, vous allez nous parler ce soir de la reconversion de la rente dans les pays du Golfe, sujet auquel vous avez consacré un ouvrage chez Armand Collin, à savoir Les pays du Golfe, de la perle à l'économie de la connaissance. Quelques mots sur vous avant de vous laisser la parole. Vous êtes agrégé d'histoire et maître de conférence, je sais qu'il faut dire maîtresse mais j'y arrive pas, à l'université Paris-Sorbonne en histoire contemporaine. Vous êtes aussi directrice du département Histoire, Civilisation et Enjeux internationaux à l'université Paris-Sorbonne à Abu Dhabi. Vous ne l'êtes plus, pardon. Vous êtes spécialisée dans l'histoire économique et sociale de la Méditerranée et du Moyen-Orient, Émirats arabes. Vous avez d'ailleurs consacré 2 ouvrages et de nombreux articles au Canal de Suez. Caroline Piquet, nous vous écoutons. Je vous remercie de m'avoir invité ce soir. Je vous propose donc un thème concernant le Moyen-Orient, plus spécialement le Golfe Persique. Donc je vous proposais dans ma présentation de parler de la reconversion de la rente pétrolière. Peut-être que je vais revenir un peu en arrière pour évoquer d'abord les mutations engendrées par le pétrole dans les pays du Golfe et finir sur la reconversion qui concerne en réalité la fin du XXe siècle. Alors, parler des États, de l'histoire des pays du Golfe me vaut souvent des questions sur avant le pétrole. Y avait-il une histoire? Alors oui, bien sûr, l'histoire des pays du Golfe ne commence pas avec le pétrole. Ce sont des pays qui ont une longue histoire, notamment une longue histoire marchande, une très longue histoire même de commerce au long cours. Il faut penser notamment à Oman et son histoire avec Zanzibar et toute l'Afrique de l'Est. C'est également c'est une région qui a une longue tradition aussi de pêche et notamment d'activité perlière, une activité qui est dominante jusqu'à la fin du 19e siècle et qui périclite au début du 20e siècle en raison notamment de la perle de culture au Japon. Alors, quand je parle des États du Golfe, je vais surtout parler des États arabes du Golfe. J'exclus l'Iran, parce que l'Iran c'est un pays qui a une civilisation et une histoire un petit peu particulière. J'exclus aussi l'Irak, puisque l'Irak, avec le mandat britannique au XXe siècle et le régime bassiste, a aussi une trajectoire un peu particulière. Je vais surtout me concentrer sur les États arabes du Golfe, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman et Arabie saoudite, et essayer de voir comment finalement ces pays ont connu des mutations à travers donc la découverte du pétrole et quelles sont ces évolutions à la fois économiques et sociales donc engendrées par cette rente pétrolière. Alors un petit rappel, d'abord la découverte du pétrole dans la région date de 1908, alors c'est plus exactement sur la côte persique, c'est-à-dire la côte iranienne, dans la région d'Abadan. Et le pétrole est très vite exploité par les Britanniques dès l'année suivante, par une compagnie donc britannique. Et le pétrole, les Britanniques vont ensuite développer les prospections de pétrole dans les années 20. Donc au Koweït, au Bahreïn, à Qatar. Il faut aussi mentionner en 1912, donc juste avant la guerre, la création de la Turkish Petroleum Company qui prospectait dans la région de Mésopotamie. Donc là, on est encore dans une période où c'est l'Empire ottoman qui domine la région. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la découverte du pétrole dans le Golfe Persique, c'est vraiment la géographie du pétrole qui est bouleversée, puisqu'avant cette découverte, c'était plutôt les productions russes et américaines qui dominaient le marché. Donc, cette découverte du pétrole dans le Golfe Persique coïncide aussi avec une demande une demande plus forte en pétrole, avec l'apparition notamment du moteur diesel juste avant la Première Guerre mondiale, une demande qui va s'accroître avec la Première Guerre mondiale, puisqu'une partie de la marine marchande britannique va fonctionner au pétrole. Alors, cette découverte du pétrole dans le Golfe Persique coïncide aussi avec la chute d'une activité séculière qui était l'activité de la perle, comme je l'évoquais tout à l'heure.
Et c'était aussi une période de déclin du commerce pour le golfe Persique. Un commerce qui a été progressivement monopolisé au XIXe siècle par les Britanniques qui avaient mis en place des traités de commerce avec les petits Émirats qui sont devenus alors des protectorats. Ces traités de commerce vont se transformer dans les années 20 en traités tout simplement de concession pour prospection pétrolière. Donc les Britanniques vont garder la main sur la région avec des contrats qui prévoient une clause d'exclusivité pour la prospection et l'exploitation de pétrole si découverte il y a. Donc les compagnies, ce sont d'abord des compagnies anglaises qui effectuent les explorations, et le pétrole est découvert assez tôt, donc dès le milieu des années 20 à Bahreïn. Il est exploité dès le début des années 30 dans ce même émirat. Très vite, d'autres découvertes sont effectuées, notamment en Arabie Saoudite, le grand gisement de Dhahran en 1938, également au Koweït en 1935. Donc les gisements de pétrole s'accentuent avant la Seconde Guerre mondiale. L'influence britannique reste prépondérante, mais les Américains, à la fin des années 20, demandent quand même une part du gâteau, et c'est ce qu'on appelle l'accord de la ligne rouge, c'est-à-dire un partage pour les prospections, un partage des territoires concernant les compagnies pétrolières sur les anciennes zones de l'Empire ottoman. Alors ça exclut néanmoins quelques protectorats qui restent la zone exclusive des Britanniques, en particulier le Koweït. Alors, on le voit, avant la Seconde Guerre mondiale, le bouleversement induit par le pétrole est en marche. La Seconde Guerre mondiale va être une parenthèse qui va retarder de quelques années l'explosion de l'exploitation de ce pétrole et donc de la conversion de ces pays à une économie pétrolière. Donc j'en arrive à cette période d'après-guerre et notamment la naissance des pays pétroliers. Donc comme on l'a vu, avant la Seconde Guerre mondiale, l'économie de ces pays reste quand même dominée par la pêche, les activités artisanales, la perle. Après la Seconde Guerre mondiale, ils vont véritablement se transformer en pays pétroliers avec des conséquences économiques et sociales majeures. Alors rappelons un petit peu le contexte pour ces pays, le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale. Jusqu'alors, l'Empire britannique avait dominé la région et le golfe Persique était en quelque sorte, je dirais, un satellite de l'Empire des Indes pour les Britanniques. Longtemps, il s'est situé sur la route des Indes et c'est en cela qu'il était stratégique pour l'Empire britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, donc, on entre dans l'ère des décolonisations. L'Inde cesse d'être une colonie britannique et cela va changer complètement le rapport que les Britanniques vont entretenir avec le golfe Persique. Jusqu'alors, il était route des Indes. Avec la décolonisation, il va devenir la route du pétrole. Donc c'est un nouvel enjeu économique, un nouvel enjeu pétrolier qui va susciter l'intérêt des Britanniques et plus largement des Occidentaux. Alors, rappelons aussi que l'après-Seconde Guerre mondiale est évidemment une zone d'explosion de la demande concernant le pétrole, puisqu'on rentre dans la période des Trente Glorieuses, notamment la reconstruction de l'Europe, l'équipement aussi de la plupart des pays européens en automobile. C'est également l'explosion démographique. Et c'est également pour les États-Unis une période de volonté de préserver ses réserves, donc d'accroître les exportations de pétrole. C'est ainsi que le pétrole va devenir une zone d'exportation majeure des hydrocarbures, en particulier en direction de l'Europe occidentale. On considère que de 1945 à 1967, c'est près d'un tiers des importations d'hydrocarbures européennes qui viennent du Golfe. Alors c'est une donnée importante pour comprendre du coup l'importance du Golfe dans les chancelleries occidentales. Du point de vue des pays producteurs,
Cette forte demande, après la Seconde Guerre mondiale, correspond aussi à une explosion, ou plutôt à une forte hausse de l'offre, avec une découverte et une mise en exploitation de nouveaux gisements. Donc, comme on l'a vu, certains gisements avaient été découverts avant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont mis en exploitation après la Seconde Guerre mondiale. Notamment d'immenses gisements en Arabie Saoudite, au Koweït, à Bahreïn, donc sont exploités. Alors, non seulement le pétrole jaillit, mais surtout, il va rapporter plus d'argent pour les pays du Golfe, parce que les négociations vont être menées sur la forme des contrats. Jusqu'alors, les pays producteurs étaient attachés à des concessions pétrolières, donc qui étaient définies par ce qu'on appelle les majors, c'est-à-dire les grandes entreprises pétrolières. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Arabie Saoudite est le premier pays à introduire une négociation sur le partage des bénéfices. C'est ce qu'on appelle le 50-50, c'est-à-dire 50% de bénéfices pour la compagnie concessionnaire et 50% pour le pays dont est extrait le pétrole. Alors, avec ces accords, évidemment, les bénéfices explosent pour les pays producteurs, d'autant plus que dans les années 50, l'arrivée sur le marché de petites compagnies pétrolières va intensifier la concurrence entre entreprises, entre concessions, et du coup, ce sont les pays producteurs qui vont en tirer un bénéfice, puisqu'ils vont pouvoir jouer donc, de cette concurrence et augmenter la part des bénéfices qui leur revient. C'est pour ça, par exemple, on cite souvent l'exemple de la compagnie italienne Agip qui négocie une redevance à 75% avec l'État iranien, et ensuite les autres compagnies finissent par s'aligner. Alors, cette explosion des revenus dans les années 50 conduit aussi les pays producteurs à gérer cette masse d'argent qui leur tombe finalement sur les bras. Et alors, le premier pays à véritablement se demander mais que faire de cet argent, c'est le Koweït. Le Koweït qui va fonder le premier grand fonds d'investissement de la région, qui est le Kuwait Investment Office, donc un fonds d'investissement qui va être donc le premier en la matière et qui va mener une généreuse politique de subvention auprès de ces populations pour améliorer tout simplement les conditions de vie. Rappelons qu'avant cette manne pétrolière, on est dans des régions bédouines, c'est-à-dire que ce sont des populations qui vivent dans une certaine indigence, qui vivent sous des tentes, il y a peu d'équipements, peu d'infrastructures, peu d'accès aux infrastructures sanitaires également. Donc cette manne pétrolière va provoquer donc un équipement et surtout une politique de l'État pour développer, je dirais, l'accès des populations à un certain confort. C'est ainsi qu'on estime qu'au début des années 60, le revenu moyen par habitant du Koweït est supérieur légèrement à celui des États-Unis. Alors, c'est quand même extraordinaire quand on pense que 20 ans auparavant, le Koweït était quand même, pour reprendre le mot du journaliste Benoît Léchin qui parcourait la région à cette époque-là, il avait comparé le Koweït à un repère de corsaires 20 ans auparavant. Et effectivement, au début des années 60, c'est une ville champignon des plus modernes qui est en train de se construire. Je voudrais également parler des évolutions sociales, parce que si cette manne d'argent a un effet immédiat sur les finances de des États de la région, cela provoque aussi un certain nombre de mutations sociales. Tout d'abord, le pétrole introduit tout simplement le travail rémunéré dans une région où finalement les populations vivaient de la pêche, vivaient du travail de l'agriculture dans les oasis, vivaient du commerce de caravanes ou du commerce maritime. Donc ce début du travail rémunéré va entraîner aussi d'importantes migrations vers les zones d'exploitation. Alors, on a plusieurs sortes de déplacements. On a des déplacements qui sont
intérieures aux régions, donc par exemple au Koweït, les régions vont se déplacer, les populations vont se déplacer vers les zones d'exploitation, mais on a aussi des migrations plus lointaines, notamment le sud du Golfe, qui voit sa population migrer largement vers le nord du Golfe, vers le Qatar, le Bahreïn ou le Koweït, pour travailler justement sur les exploitations. Alors on voit donc un changement dans les formes de migration. Aux migrations anciennes qui concernaient en fait les migrations de la côte vers l'intérieur pour assurer la complémentarité des revenus entre la pêche et les zones d'agriculture, se sont substituées des migrations liées donc au travail industriel sur les plateformes pétrolières. Alors cela a plusieurs conséquences. D'abord, l'apparition d'une classe ouvrière. On peut parler d'une classe ouvrière dès le milieu des années 30 à Bahreïn, qui est le premier pays de la région à exploiter le pétrole, donc une classe ouvrière qui va se manifester d'ailleurs assez bruyamment par des grèves dès la fin des années 30 et par des revendications salariales. Et d'autres éléments également sont porteurs de lourds changements. Donc j'ai évoqué les migrations de population, il faut aussi évoquer les populations immigrées de l'extérieur, c'est-à-dire toute une population qui vient essentiellement de l'Asie du Sud, beaucoup d'Indiens, de Pakistanais, qui s'installent dans la région pour travailler justement sur ces plateformes pétrolières. Donc c'est une vraie révolution démographique qui est en marche. D'abord, c'est une explosion démographique pour des pays qui jusqu'alors avaient quand même des évolutions démographiques très lentes. Si on prend le cas du Koweït, par exemple, dont j'ai les chiffres, on passe de 200, des années 20 aux années 50, on passe de 50 000 habitants à peu près 210 000. Donc vous voyez, c'est presque un quadruplement. Et sur ces 210 000 habitants, il faut compter 130 000 migrants. Donc c'est la moitié déjà de la population plus de la moitié de la population du Koweït qui est étrangère. Donc ça ferait frémir certains de nos politiques français. Bon. Au-delà de ces migrations, on voit aussi des changements dans le paysage qui sont spectaculaires pour tous les voyageurs et tous les journalistes qui découvrent la région. Les royaumes au nord du Golfe essentiellement, donc le Koweït, le Qatar, le Bahreïn, également l'Arabie Saoudite, connaissent donc un développement assez surprenant de leurs infrastructures urbaines. Donc c'est ces images qu'on voit aussi souvent à la télé ou dans les médias, de villes avec un petit peu avec une urbanisation américaine, avec d'immenses avenues, tracées au milieu du désert, avec d'immenses tours. Donc équipement d'infrastructures urbaines, mais également des équipements divers, notamment des investissements massifs dans l'éducation. Donc ça c'est plus intéressant, qui ont commencé d'ailleurs très tôt. Les Britanniques en particulier avaient insisté à Bahreïn pour qu'il y ait un investissement dans l'éducation, pour former des cadres, pour former même des cadres administratifs capables donc de gérer ce pays-là. Le Koweït, dans les années 50, investit aussi massivement dans l'éducation. J'y reviendrai. Ces investissements font qu'aujourd'hui, ce sont quand même les régions du monde arabe où les taux d'alphabétisation et les taux dans le supérieur sont les plus élevés. Alors, on voit aussi se mettre en place des formes d'expression qui n'existaient pas jusque-là. On voit apparaître des clubs d'intellectuels. Les Alliés, durant la guerre, ont introduit aussi la radio, notamment à Bahreïn et au Koweït. La presse est également très active. Si on prend le cas du Koweït, s'y développe dans les années 50 une opposition libérale, qui est d'ailleurs assez virulente, non seulement contre le régime, mais aussi contre les Britanniques. C'est aussi le prix de l'éducation. En revanche, il est vrai que les pays au sud du Golfe sont un petit peu à la traîne. Alors quand je parle des pays du sud du Golfe, c'est les actuels Émirats arabes unis, c'est Oman également. Le secteur agricole et la pêche, ils sont encore dominants.
jusqu'au début des années 60. Alors, cela change au début des années 60, tout simplement pour des raisons de découverte du pétrole. Le pétrole est découvert à Abu Dhabi, je crois, en 1958, Dubaï au début des années 60, milieu des années 60 pour Oman. Donc là aussi, ça va changer complètement la donne. En quelques années, ces pays vont se retrouver là aussi avec une manne d'argent, une manne financière qui va leur permettre de rattraper le retard en équipement sur leurs voisins du Nord. Alors, cet équipement, cet équipement urbain, ces infrastructures, ces investissements dans l'éducation sont largement encouragés par les Britanniques, qui depuis le 19e siècle, vous l'avez compris, ont une très large influence avec des situations de semi-protectorat. Et les Britanniques sont aussi très intéressés par favoriser l'autonomie de ces régions-là, surtout dans les années 60. Pourquoi ? Parce que les Britanniques sont rentrés aussi dans une phase de décolonisation, c'est-à-dire que ça leur coûte trop cher finalement de rester dans des pays dont les populations leur sont hostiles en plus. Et en plus, ils sont en prise dans les années 60 aussi à un ralentissement économique. Donc ils décident dans les années 60 tout simplement de se retirer leur base militaire à l'est de Suez, c'est-à-dire donc essentiellement du golfe Persique et d'une partie de l'Asie. Alors, le problème, c'est qu'en se retirant de cette région-là, on est en pleine guerre froide, se pose la question de la stabilité de la région, et derrière la stabilité, c'est surtout la sécurité des approvisionnements en pétrole de tout l'Occident qui est en jeu. C'est ainsi que les Britanniques vont œuvrer à véritablement préparer la transition et à œuvrer donc à une nouvelle configuration politique dont l'objectif est évidemment de sécuriser les intérêts pétroliers dans l'intérêt des puissances occidentales. Alors, le départ des Britanniques est donc largement négocié. Le premier pays à bénéficier de l'indépendance est le Koweït en 1961. Alors c'est une indépendance, mais le Koweït était largement autonome et surtout c'était un protectorat qui l'arrangeait bien déjà depuis le 19e siècle. Ça l'avait protégé notamment de l'Empire ottoman, puis après ça l'a protégé notamment de l'Irak et des ambitions de l'Arabie saoudite. Donc c'est plutôt une transition amicale qui se fait, un désengagement amical des Britanniques qui redonne donc au Koweït sa juridiction interne. La vraie question pour les Britanniques, c'est surtout l'organisation des petits Émirats, de Bahreïn aux Émirats arabes unis, qu'on n'appelle pas encore les Émirats arabes unis, donc ils sont les petits Émirats de la côte. Et pour les Britanniques, il y a là donc une question urgente. Il faut trouver un système politique qui permette donc le maintien de cette manne pétrolière. C'est ainsi qu'ils vont penser à une fédération des petits États pétroliers, de ces petits États pétroliers qui ont eu en commun, notamment les traités de commerce avec les Britanniques, donc qui ont eu en commun cette expérience de l'impérialisme britannique. Et ils vont donc favoriser la mise en place de dirigeants favorables à cette transition. Donc l'exemple le plus célèbre, c'est Abu Dhabi, puisqu'à Abu Dhabi, jusqu'au milieu des années 60, il y a un cheikh qui s'appelle le cheikh Chabou, que porte son nom, mais qui est très hostile au pétrole et au développement, à tout cet argent qui lui tombe dessus. Et les Britanniques ne comprennent pas du tout. Alors pourquoi il est aussi hostile à tout cet argent ? C'est parce qu'il a en tête ce qui s'est passé dans les années 20 avec la perle. Dans les années 20, la perle s'est brutalement effondrée et ces pays sont retombés dans la misère. Et ce cher-là se dit, il va se passer la même chose avec le pétrole. On nous promet des mirages, on va développer le pétrole et du jour au lendemain, plus de pétrole, ça sera la misère. Donc ce cher refuse de rentrer, je dirais, dans cette logique d'équipement pétrolier. Et donc les Britanniques, habilement, vont le remplacer par un de ses frères, qui est le cher Zayan,
Cheikh Zayed, pardon, qui est devenu un peu le père fondateur des Émirats arabes unis et d'Abu Dhabi. Ce qui est intéressant, c'est que on va dire, ce remplacement a été voulu aussi par la famille royale et par la plupart des tribus de la région et des populations qui, elles, voulaient la transformation et voulaient tous les bénéfices qu'elles constataient au Koweït, au Qatar ou ailleurs. Voilà. Donc, transition en mettant des dirigeants, je dirais, favorables à cette transition pétrolière, mais aussi mise en place d'une organisation politique. Alors, en 1968, les Britanniques déclarent officiellement se désengager du Golfe pour l'année 1971. Alors, ça aurait pu être vécu comme un formidable moment d'indépendance par ces pays-là. Or, c'est un peu la stupéfaction, parce que ces pays-là se retrouvent indépendants, mais ils se retrouvent seuls. Et donc, ils vont demander aussi l'aide des Britanniques pour mettre en place une véritable organisation politique. Et effectivement, les Britanniques vont œuvrer, du fait de leur diplomatie, à mettre en place une organisation fédérale qui regroupe 7 petits émirats. Alors, les plus célèbres sont Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, d'autres moins célèbres, mais importants, auxquels se joignent également le Qatar et le Bahreïn. Donc l'idée, c'est de créer une grande fédération. Le Qatar et le Bahreïn décident finalement de faire bande à part parce qu'ils se considèrent plus évolués et plus développés. Donc ils déclarent leur indépendance de façon indépendante de façon séparée en 1971. En revanche, donc, se met en place une fédération. C'est la création donc d'un nouveau pays, la Fédération des Émirats arabes unis, qui naît en juillet 1971. Alors officiellement, tous les traités de commerce, de protection, comme on les appelait à l'époque, qui liaient la Grande-Bretagne aux Émirats sont abrogés. Ce nouvel État réunit donc 7 petits Émirats, ou 7 Émirats plus exactement, et il prend une forme fédérale, qui est en fait calqué sur les traditions tribales de ces pays, puisque chaque émirat est représenté par sa famille, tout simplement. Donc la grande famille de Dubaï va représenter Dubaï, la grande famille d'Abu Dhabi, c'est Abu Dhabi, etc. Alors, ce succès politique est véritablement on le doit véritablement aux Britanniques qui ont aussi œuvré pour que 2 grands voisins assez gênants acceptent aussi cette création. Et les 2 grands voisins gênants, ce sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui auraient chacun voulu récupérer quelques territoires et donc quelques zones pétrolières aussi de ces petits Émirats. Donc il faut toute l'habileté diplomatique des Britanniques pour demander à l'Arabie Saoudite d'être en quelque sorte le grand frère de ce nouvel État, et pour demander à l'Iran, qui est toujours sous le régime du Shah, qui n'a pas encore connu la révolution de 1979, donc demander à l'Iran d'être un petit peu le protecteur militaire, le gardien du Golfe Persique. Alors, cette structure politique va effectivement permettre de développer aussi une politique à la fois de pacification de la région, mais aussi une politique de partage de richesses au niveau fédéral entre les Émirats qui sont plus pourvus en pétrole et ceux qui le sont un petit peu moins. Abu Dhabi, qui est à la tête de la fédération, reprend exactement le même modèle que le Koweït en créant un fonds d'investissement qui deviendra un des plus riches du monde après celui de la Norvège. Et ce fonds d'investissement fonctionne comme celui du Koweït, c'est-à-dire c'est un système de subvention pour développer les pays, mais aussi pour permettre aux populations d'accéder à des niveaux de vie qui sont quasiment l'équivalent des niveaux de vie occidentaux. Et surtout, cette distribution de la richesse permet une sorte de consensus social au niveau régional, puisqu'elle crée une égalité aussi de conditions entre différentes zones du Golfe. Donc on peut conclure sur cette question de la fédération qu'elle a été un cadre politique important dans le sens où elle a permis à l'économie de jouer un rôle intégrateur des petits Émirats
Et surtout, elle a permis aussi à la rente pétrolière de créer les conditions d'une adhésion des populations, à ce cadre politique et aussi aux transformations induites par la rente pétrolière. Alors, voyons maintenant l'essor des années 70 et 80. Alors, dans les années 70 et 80, on peut parler de véritable prospérité qui se met en place, qui se développe pour la région avec la hausse des revenus pétroliers. Je peux prendre quelques exemples. Bahreïn, par exemple, est un pays qui s'est totalement transformé. C'était un pays, Bahreïn, ça signifie entre deux mers, et c'était l'île de la perle, Bahreïn, et ça va devenir l'île du pétrole, avec une population qui est largement éduquée, alphabétisée, et qui compte aussi parmi ces taux d'alphabétisation, parmi les populations les plus alphabétisées, notamment les filles, ce qui encore une fois est assez, assez notable pour l'ensemble du monde arabe. Le Koweït continue également sa progression. Il se dote d'une constitution qu'on peut qualifier de libérale, en tout cas que les Américains eux-mêmes qualifient de libérale, avec quand même quelques limites, parce qu'on reste dans une tradition quand même tribale du partage du pouvoir. Mais on voit se mettre en place une assemblée, une véritable assemblée de plusieurs membres, qui fait une large place à l'opposition, et des groupes d'ailleurs assez différents, de gauche vers la droite, s'y expriment largement. Le Koweït donc fait figure quand même d'émirat assez ouvert. Il accueille une population immigrée éduquée, palestiniens, égyptiens, souvent qui ont fait des études d'ingénieurs. C'est le cas notamment de Yasser Arafat. Donc c'est un émirat assez ouvert. Les femmes deviennent visibles dans l'espace politique justement dans ces années 60-70. Elles participent essentiellement à des programmes culturels, mais c'est déjà un pas en avant. L'équipement du pays du sud du Golfe est aussi assez surprenant et très rapide. Du fait de la découverte d'immenses réserves de pétrole à Abu Dhabi. Ça se traduit par exemple par la sédentarisation des tribus, donc là aussi c'est un changement culturel majeur. Donc sédentarisation des tribus qui passe par la distribution notamment des logements équipés en eau et en électricité. Et on voit également se développer une forme politique assez nouvelle que les historiens, les politologues appellent l'État rentier-providence, c'est-à-dire un État qui, grâce à la rente pétrolière, va développer une politique sociale assez généreuse. Donc ces logements sont gratuits, ils sont pourvus en eau, en électricité, et ça va donc effectivement induire un développement assez exceptionnel pour ces populations. Oui, alors évidemment cette manne pétrolière elle est liée à l'explosion l'exploitation des gisements. Il faut citer aussi une organisation aussi de ces pays producteurs, alors je le cite rapidement, dans des organisations qui leur permettent aussi de peser plus largement sur le marché. Évidemment, je pense à l'OPEP de 1960, 1968 également, l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, donc qui leur donne aussi un poids politique plus important. D'autre part, au début des années 70, les pays pétroliers initient un nouveau moment de révision des contrats. Alors c'est surtout porté par les régimes radicaux, je pense notamment à la Libye de Kadhafi, mais cela permet de reformuler, de créer à nouveau une négociation avec les concessions étrangères. Et d'autre part, on assiste à partir de 1971 à une hausse des prix
qui s'accentue avec notamment la guerre du Kippour en 1973, donc une hausse des prix qui est tout à l'avantage des pays producteurs, mais qui montre aussi que désormais ces pays du Golfe ont un vrai rôle politique à travers leur poids économique. Alors, oui, donc on peut dire, pour conclure cette période des années 70-80, que ces pays ont finalement gagné, je dirais, le pari de l'indépendance politique, avec la fameuse structure, les indépendances donc acquises sur les Britanniques, et puis cette nouvelle structure qui est la Fédération des Émirats Arabes Unis. Ils ont gagné aussi le pari de l'indépendance économique, puisque les conditions de vie ont véritablement été transformées. D'autre part, la rente pétrolière a véritablement changé la place du Golfe dans le système international. Ils sont désormais des interlocuteurs majeurs dans les questions internationales. Il n'en reste pas moins que ces économies présentent quand même quelques fragilités. C'est ainsi que j'arrive au point que je voulais aborder également, qui est la reconversion de la rente pétrolière et notamment de l'économie de la connaissance. Alors, des fragilités pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est face à des économies qui sont basées exclusivement sur le pétrole, et donc la moindre crise du marché peut entraîner des déséquilibres économiques, et comme l'économie de l'économie dépend le social, ça peut entraîner aussi de graves crises sociales et donc politiques. Et dans les années 80, c'est bien ça qui se passe. Au début des années 80, un des plus grands pays pétroliers de la région connaît une sévère déconvenue et une crise d'austérité qui lui vaut aussi des secousses politiques. C'est l'Arabie Saoudite. Donc, la baisse des revenus en Arabie Saoudite est assez considérable. On passe de 113 milliards en 1981 à 39 milliards en 1985. C'est assez violent. Cela va entraîner une prise de conscience de la part des autorités, parce que cette baisse du pétrole a pour conséquence une politique d'austérité. Or, la légitimité politique de ces régimes est basée sur leur capacité à distribuer l'argent du pétrole. Si le pétrole n'est plus là, c'est la légitimité politique qui est en cause. Donc, prise de conscience d'un vrai danger, d'abord une économie entièrement dépendante du pétrole. Et dans les années 80, l'idée va être donc de comment sortir du tout pétrole. Ça va être la grande question posée par ces pays-là. Il y a une vraie préoccupation aussi qui pèse sur les réserves. Et oui, le pétrole n'est pas, ou le gaz ne sont pas, enfin les hydrocarbures en général ne sont pas des énergies pérennes. Donc que se passera-t-il lorsqu'elles seront épuisées? C'est une vraie question. Bahreïn, qui a commencé par exemple son exploitation dans les années 30, se retrouve déjà dans les années 60 avec des réserves qui sont largement épuisées, et dès les années 70 met en place une politique de diversification de son économie. C'est une vraie question pour d'autres pays, par exemple je pense à l'émirat d'Abu Dhabi, de Dubaï, pardon, Dubaï qui dans les années 60 compte un secteur pétrolier qui ne représente que 3% de son PIB. Donc pour beaucoup de dirigeants, le pétrole, c'est de plus en plus vécu comme une parenthèse dont il faut se servir pour engendrer une nouvelle économie quand les réserves seront épuisées. Et alors certains pays sont très inquiets, c'est le cas d'Oman, dont les estimations de la fin du XXe siècle donnaient les réserves pour épuiser vers 2015-2020, donc il y en a encore apparemment, mais en tout cas ça suscite des inquiétudes. D'autres ont des réserves considérables, c'est le cas de l'Arabie Saoudite, d'Abu Dhabi, le Qatar, on prévoit 95 ans pour le pétrole et 200 ans pour le gaz.
Alors vous me direz, on a le temps. Oui et non, parce que finalement, 95 ans à l'échelle humaine, c'est pas énorme, c'est 3-4 générations. Donc il n'est pas sûr qu'un petit Qatari aujourd'hui, pour un petit Qatari aujourd'hui, le pétrole sera toujours là, ou du moins pour son petit-fils. Donc il y a quand même une préoccupation sur l'avenir qui incite à réfléchir à cette transformation de l'économie. Et le dernier traumatisme. Bonsoir. Le dernier traumatisme, c'est la perle, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans les années 20, cette économie qui avait donné un formidable essor à la région s'était brutalement effondrée. Et donc, pour beaucoup, c'est un scénario qui peut se reproduire avec le pétrole. Enfin, le dernier élément qui incite ces pays à réfléchir à la sortie du pétrole à partir des années 80, c'est l'idée aussi que le pétrole engendre un type d'économie rentière qui est très peu compétitive au niveau international, puisque ça engendre un secteur public pléthorique et un secteur privé très peu finalement, très peu efficace. Donc il y a aussi un risque de déclassement de ces économies sur un moyen terme. C'est ainsi que va naître l'idée, dans les années 80 et 90, de la nécessité absolue de diversifier les activités. Alors, cette diversification, elle va bénéficier notamment du contexte international, notamment du 11 septembre 2001, avec les événements aux États-Unis. Ces événements qui vont crisper fortement la relation Orient-Occident et qui fait que beaucoup d'argent qui avait été placé à l'extérieur, notamment par le Koweït ou par le Qatar ou même par les Émirats, va être rapatrié dans la région. Donc cet argent va être rapatrié et réinvesti du coup dans les économies locales. Alors, où se dirige cet argent? Dans un premier temps, dans les années 90, ce sont surtout les secteurs de la finance. Bahreïn va devenir par exemple la place financière de la banque islamique la plus importante de la région après la Malaisie. Donc la finance, également le commerce import-export, l'exemple majeur c'est Dubaï, évidemment l'immobilier, donc là du Koweït à Dubaï on a aussi énormément d'exemples, avec notamment tous les exploits architecturaux, ces fameuses plus hautes tours du monde, etc. Néanmoins, depuis quelques années, l'idée, donc c'est plutôt à la fin des années 90, au début des années 2000, les investissements se dirigent plus fortement vers un nouveau secteur qui est considéré comme le secteur capable finalement de transformer ces économies, cette rente pétrolière, en une économie plus compétitive. C'est la question de l'économie de la connaissance. Alors qu'est-ce que j'entends par économie de la connaissance ? On entend par économie de la connaissance en fait toutes les activités qui concernent le numérique, la technologie de l'information, en fait toutes les technologies innovantes tournées plutôt vers les activités immatérielles comme l'information, l'éducation, la recherche et les services. Alors, ce développement de l'économie du savoir est pour les pays du Golfe un aspect essentiel de la reconversion de la rente pétrolière, parce qu'il pose un triple enjeu. Un enjeu économique, tout d'abord, l'idée étant de développer un cercle vertueux d'investissement, c'est-à-dire développer les hautes technologies, donc investir l'argent du pétrole dans les hautes technologies, de manière à substituer progressivement ces hautes technologies de l'information et de la recherche au secteur pétrolier. Donc là, on a pas mal d'exemples. On a toutes les zones médiatiques ou toutes les zones d'enseignement qui se sont développées dans le Golfe. Alors, ça va de la cité de l'éducation au Qatar à la cité, qu'est-ce que j'ai noté ? Oui, la cité du roi Abdullah pour l'énergie renouvelable, par exemple, en Arabie Saoudite. On a également le cas des investissements dans les énergies nouvelles d'Abu Dhabi avec la ville dite modèle de Masdar qui doit fonctionner normalement avec zéro carbone et zéro déchet. Bref, on a des investissements majeurs dans les infrastructures d'enseignement, d'éducation, de haute technologie et d'énergie nouvelle.
un premier enjeu qui est l'enjeu économique, comme je viens de le dire. Deuxième enjeu qui est social cette fois-ci, c'est-à-dire qu'investir massivement dans l'éducation, investir massivement dans les hautes technologies, pour les pays du Golfe, c'est aussi créer des emplois et surtout former les populations locales. Ça, c'est un vrai problème actuellement des pays du Golfe. Comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, l'immigration étrangère pèse énormément sur la démographie de ces pays-là. Alors j'ai évoqué tout à l'heure l'immigration plutôt ouvrière, pakistanais, indien. Il y a aussi une très forte immigration d'expatriés occidentaux, américains, australiens, qui est nécessaire parce qu'ils ont besoin d'ingénieurs, de cadres, etc. Or, ces étrangers occupent 90 voire 99% du secteur privé dans ces pays-là. C'est énorme et c'est une vraie préoccupation de ces pays-là. Par exemple, le Qatar, si j'ai les chiffres de 2004, au Qatar, 4% seulement des Qatariotes sont employés dans le secteur privé. Donc, ce que veulent faire ces pays, c'est évidemment former des populations locales, des Qatariens, des Émiriens, des Abu Dhabiens, etc., pour être capables de prendre les rênes du pays, donc former des ingénieurs, former des cadres administratifs, former des financiers. Et cela demande donc un gros investissement dans ces nouvelles technologies. Et l'autre enjeu, c'est aussi de lutter contre le chômage, parce que paradoxalement, il y a du coup un chômage très fort de la part de la population locale, qui n'étant pas formée, ne peut pas occuper ces postes stratégiques. Donc l'idée est de faire une pierre deux coups, les former et les employer au service du pays, et du coup résoudre un peu cette équation démographique qui est quand même pour ces pays-là très inquiétante, avec des populations locales qui sont réduites, dans le cas des Émirats, à 20%, contre 80% d'étrangers. Enfin, je dirais le dernier enjeu de cette stratégie de reconversion de la rente pétrolière dans l'économie de la connaissance, c'est aussi une stratégie, je dirais, marketing, c'est-à-dire aussi une stratégie une volonté de rayonner sur la scène internationale, ce qui explique les investissements très importants que réalisent ces pays dans des universités célèbres. Ils ont racheté une franchise, je dirais, de la Sorbonne, par exemple, de très nombreuses universités aussi américaines et britanniques. Ils investissent massivement dans l'art et la culture. Là aussi, l'exemple célèbre, c'est le Louvre Abu Dhabi. Il y a également le Guggenheim, et également toute une stratégie de développement des grands musées et évidemment de grandes collections d'art, développement aussi de festivals de cinéma qui deviennent des éléments un peu internationaux et presque incontournables. Donc cela permet, vous voyez, c'est un investissement qui permet à la fois la diversification de l'économie et en même temps qui leur donne un rayonnement international certain, puisque depuis quelques années on parle quand même beaucoup du Qatar, des Émirats, etc. Et par exemple la fille du Qatar, la fille du Cheikh du Qatar est devenue une des personnalités les plus influentes du domaine de l'art. Des antiquités oui. Extrêmement pointues. Ah oui, qui est excellente. Hein. Ah, oui. Voilà, donc pour conclure, on voit bien que sur un siècle, le pétrole a provoqué des transformations majeures de ces pays-là. Sentiment quand même aussi que ça ne peut être qu'une parenthèse. Et ce sentiment, il est partagé par les populations. De notre point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue occidental, on a tendance à confondre les pays du Golfe avec le pétrole. Eux ne se confondent pas avec le pétrole. Ils savent qu'ils ont une longue histoire commerciale, marchande, caravanière. Et le pétrole, c'est un moment de leur histoire. Ils sont conscients aussi qu'il va falloir en sortir, l'utiliser sciemment pour en sortir aussi la tête haute. Donc c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a quand même des limites encore à ce phénomène, puisque ce processus de diversification de l'économie reste encore très largement dépendant des recettes du pétrole. Dans le cas, par exemple, du Koweït ou du Qatar, les recettes du pétrole
les revenus d'exportation sont issus à 90% encore du pétrole. Donc ça reste quand même la base du pays. C'est un peu meilleur pour Bahreïn et pour les Émirats arabes unis. D'autre part, les secteurs qui ont le plus bénéficié de la rente pétrolière jusqu'alors, ça reste quand même les secteurs de la pétrochimie, donc toujours quand même liés à cette industrie pétrolière. Et surtout, on le voit, le pétrole est quand même indispensable en cas de crise financière. Ça a été le cas en 2009, lorsque Dubaï a connu une grande crise économique, une grande crise immobilière. La seule façon de s'en sortir, c'était quand même l'aide du voisin d'Abu Dhabi, et donc l'argent du pétrole. Voilà, donc il faut effectivement nuancer ce grand effort. Néanmoins, il est bien présent, il est bien présent dans la conscience des dirigeants. Et l'autre question, c'est aussi, je dirais, les conséquences politiques de ce nouveau changement, c'est-à-dire de cette transformation de l'économie de la rente pétrolière vers un nouveau modèle, qui est un modèle, on l'a compris, aussi libéral, largement porté vers la mondialisation, qui est basé aussi sur la connaissance de l'individu, sur les compétences de l'individu. Et le problème, c'est que qui dit la mise en avant des connaissances de l'individu, dit aussi un système où l'individu veut s'exprimer, donc ça remet aussi en cause, je dirais, les régimes politiques qui jusqu'alors s'étaient contentés de redistribuer, je dirais, l'argent du pétrole. Et on voit apparaître effectivement des mouvements de presse, des mouvements à travers Internet aussi, des mouvements de jeunesse, c'est-à-dire qu'on voit l'apparition d'une société civile qui peut être aussi à terme dangereuse pour ces États.